Bonjour à tous, je suis Olivier Margerand, je dirige la société Digital Collab dont la mission est le bonheur au travail et dont le métier consiste à simplifier la collaboration au travail avec les outils mobiles et web. Je vous partage une courte expérience sur l'invitation de Laure Chancel de l'Observatoire à Maroc qui m'avait convié à participer à votre événement. Malheureusement, je ne pouvais pas me rendre disponible à Clermont-Ferrand le 24 mars et donc je lui ai proposé d'enregistrer cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et surtout qu'elle contribuera à votre bonheur à tous. Donc, sans plus attendre, j'ai intitulé ce partage «Comment je n'ai pas connu le burn-out», puisque en fait j'ai connu ce qu'on appelle le burn-in, la phase où on se crame lentement mais sûrement, et je pense qu'en ce qui me concerne, elle a duré des mois ou des années, c'est assez difficile à dire évidemment, mais grosso modo, elle m'a conduit à deux doigts du burn-out et j'ai eu l'énorme chance de m'en rendre compte juste avant, peut-être quelques jours avant de me cramer, mais ça on ne le saura jamais. Et donc j'ai été diagnostiqué comme étant, je crois, au stade qu'on appelle en présence de burn-out. Mais ça, Laure Chancel d'Amaroc en parle beaucoup mieux que moi, donc je la laisserai peut-être vous détailler ça. En tout cas, elle a toute liberté de vous expliquer peut-être ce qu'elle a vécu lors de notre prise de contact. Alors, je veux simplement préciser que eh bien, j'ai 34 ans, j'ai des enfants évidemment charmants et surtout une femme exceptionnelle, sans qui je serais évidemment plus là aujourd'hui pour parler de tout ça. C'est d'une banalité absolue de dire ça, mais ce serait aussi particulièrement injuste de ne pas le dire puisque c'est la simple réalité. Le coup de chance. Le coup de chance, c'est finalement en février 2015, je suis très chargé en termes d'emploi du temps, en termes de soucis, de préoccupations, et je tombe sur un article du Harvard Business Review France qui mentionne, on le voit ici, Thomas Lechat et Olivier Torres d'A Maroc, sauf qu'à l'époque, j'ai pas du tout remarqué que c'était à Maroc, mais en revanche, ce que j'ai remarqué dans cet article, c'est ce super schéma qui dit, voilà, le stressomètre de l'entrepreneur, ce sont une trentaine d'éléments stresseurs d'intensité 1 à 5, et les éléments à plus forte intensité, dans la zone rouge, là, sont des sources de burn-out s'ils sont vécus pendant plus de quelques semaines. Alors moi, je regarde ça et je me dis, bon d'accord, donc ça c'est bon, je l'ai, ça c'est coché, ça aussi, pif, paf, boum, 7 critères dans la zone rouge, et on continue, et bing, bing, etc. Et je regarde ça, je me dis, finalement, j'arrive à vivre tout ça sans me cramer, je vis encore très bien, je suis en pleine santé, j'ai tout mon esprit, donc je suis Superman. Et ce que nous montre l'avenir, les quelques semaines qui vont suivre, c'est que je suis Superman ou pas. En fait, on a tous ce sentiment, dans le stade où on a plein de soucis, c'est qu'on est un chef d'entreprise, on porte plein de choses, les autres ne se rendent pas compte, vraiment, il ferait bien de se mettre à notre place, et ils se rendront jamais compte tant qu'ils ne l'auront pas vécu. Le truc, c'est que justement, on ne peut pas vivre ça éternellement. Et en fait, euh, au cours des 2 ou 3 semaines qui sont probablement à partir du 15 février, donc autour de cette période-là, je vis ce que j'appelle la gamberge, c'est-à-dire que toute la journée, j'ai des tas de soucis, de préoccupations qui se bousculent dans ma tête. Alors quand je dis des tas, c'est 50, c'est 100, enfin c'est évidemment pas dénombrable. Et j'en ai mal à la tête. Je me sens la tête comme une marmite, ça tape, ça cogne. J'ai beau prendre du paracétamol, boire, rien n'y fait. Je me couche, j'ai du mal à m'endormir, ce qui m'est jamais arrivé alors que je dormais déjà très très peu auparavant, mais j'ai vraiment du mal à m'endormir et à la première seconde de réveil, ça se remet à tournicoter, même pas sorti de la couette, à peine le réveil est éteint, ça gamberge à fond la caisse, ça tourne dans tous les sens. J'ai vraiment l'impression d'être dans Alice au pays des merveilles et d'entendre des tas de choses qui n'ont pas de sens, qui sont pas solvables, qui n'ont pas de réponse. Ça tourne en boucle et je peux rien y faire. Alors, le 8 mars, dimanche 8 mars, je suis à table avec mes enfants et ma femme pour le déjeuner. 1 heure et demie ou 2 heures après, je dois prendre le train pour partir en Vendée à une soutenance qui a lieu le lendemain matin. Et ma femme me dit à table, me demande si je veux du paracétamol. Tu veux du paracétamol? Je dis, pourquoi? Non, ça va. Elle me dit, bah, parce que, elle me dit pour te calmer. Elle me dit pour te calmer. Et je prends conscience que, enfin, je trouve ça bizarre. Je me dis, mais pour me calmer, comment ça? Je pensais que je faisais bonne figure, que j'étais présent, attentif. Et ben, visiblement, pas vraiment, puisque si on va jusqu'à me proposer un médoc pour me calmer, c'est qu'il y a un petit problème.
Bon, d'accord, je repasse mes chemises, je fais ma valise, et puis on part à la gare, tous ensemble, puisque c'est quelque chose qui n'a pas lieu souvent de partir le week-end, et donc là les enfants profitent à fond. Et puis arrivé à la gare, ma femme descend de voiture, vient me voir derrière la voiture pendant que je sors ma valise du coffre, et me dit, je m'inquiète pour toi. Donc je lui dis, mais non, t'inquiète, je vais dormir un petit peu, ça va aller beaucoup mieux, justement j'ai un trajet en train. Elle me dit, mais non, 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 ça suffira pas, tu vas mettre un an à t'en remettre. Et là, je sens que j'ai l'émotion qui monte, donc je tourne les talons, je me carapate avant de craquer, et je monte dans le train, je m'assois, et là, je fonds en larmes, je suis désespéré parce qu'effectivement, elle a raison, elle met le doigt sur quelque chose, c'est que je suis à bout, j'en peux plus, je vois pas comment je vais m'en sortir, et finalement, pendant 5 heures de train, pendant tout le trajet, c'est la gamberge à fond la caisse, et impossible d'en sortir. J'essaye tout, je regarde par la fenêtre, je lis, j'essaye de travailler, je joue sur mon smartphone, j'essaye de dormir, rien n'y fait. Pendant tout le trajet, je cogite, je cogite, je cogite, je cogite, et je ne trouve aucune réponse, rien du tout. C'est vraiment le cercle infernal. Il n'y a pas de porte de sortie. Et donc forcément, c'est comme un moteur qui tournerait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à plein régime. Je sens bien qu'il faut que ça s'arrête, parce que sinon je ne vais pas tenir le coup, et je ne sais pas comment faire. Et donc ça fait déjà 2 3 semaines que ça dure, et là ça s'accélère sérieusement. À l'arrivée, au bout de ce trajet, j'arrive en Vendée, il fait beau, on est en mars, mais il fait beau, il fait bon. Je suis accueilli par un copain, un vieux copain, et il me demande si j'ai fait un bon trajet. Je lui dis, bah écoute, un dimanche après-midi au soleil, j'aurais préféré le passer avec mes enfants. Il me dit, ben moi, j'aime bien le train, ça me permet de réfléchir. Alors je lui dis, ben justement, j'ai quelques soucis en ce moment, je lui partage un peu quelques sujets. Et puis, à l'époque, j'ai une seule salariée, Lucie, et il me dit, mais tu devrais lui en parler. Tu devrais lui en parler, lui dire que tu as besoin d'aide, et puis tu verras bien ce qu'elle fait. Mais si tu sens qu'il y a des trucs que tu n'arrives pas à résoudre tout seul, ben, parle-en à la seule personne qui est à temps plein avec toi. Et donc je lui dis, bah, t'as raison, mardi matin, je vais lui en parler, quand je serai de retour au bureau. Le lendemain matin, je pars à la soutenance avec 2 autres personnes, j'essaye de ne pas trop penser à mes petits sujets, mes petits soucis, et puis je me concentre sur la soutenance, on fait la soutenance, ça se passe bien, on revient, je prends le train à midi et demi, et rebelote. Ça cogite, ça cogite, ça cogite, j'arrive même pas à manger mon sandwich, j'ai pas faim, et donc je mets à plat les sentiments que j'éprouve, et puis des symptômes, des situations dans lesquelles j'ai éprouvé ces sentiments. Donc on lit frustration, tristesse, douleur, colère, honte, etc. Et dans tout ça, eh bien, la personne à qui je veux en parler le lendemain matin, elle ressort partout. Je me dis, c'est pas possible, ça ressemble à une mise en accusation, je peux pas lui en parler comme ça, comment je peux m'y prendre? Et je sais pas comment m'y prendre, donc je fais ce qu'on fait de plus en plus, et depuis longtemps, je suis en plein trajet Nantes-Lille, et je cherche sur Google, on le retrouve dans mon historique, c'est tout en bas, comment dire à une salariée qu'on est épuisé. Et je tombe tout de suite sur des articles qui parlent de burn-out. Et là, ça me percute parce que j'ai été sensibilisé à ça en ayant côtoyé quelques dirigeants dans des clubs de dirigeants qui, euh, qui ont vécu ça et qui en ont été particulièrement marqués. Et donc j'ai été attentif et je me disais, bon sang, pourvu que je vive pas ça, ça a l'air ça a l'air dur, ça a l'air compliqué. Donc quand je vois le mot burn-out, et là on le voit sur les 3 titres que j'ai cliqués, ça me percute et je me dis, oula, euh, finalement j'ai peut-être mis le doigt sur un truc un peu plus lourd que ce que je pensais. Donc je parcours des articles, on voit juste après se faire prescrire un psy, c'est ce que je recherche, ça donne pas grand-chose. Et puis je cherche burn-out du dirigeant. Et là je tombe sur encore plus d'articles, j'en compulse, on voit que j'en clique 9 avec la recherche, et puis j'en ouvre encore d'autres à partir de ces articles-là. Au total j'ai une vingtaine d'articles sur le sujet. Et là je réalise en lisant ces pages et ces articles et ces forums que je coche toutes les cases. J'ai tous les critères du burn-out, et donc j'entre dans un moment de désespoir profond. Et d'ailleurs, j'écris à Maroc à ce moment-là, on voit là, il est 17h27, voilà, c'est l'heure de mon mail, j'écris à l'Observateur à Maroc et je leur dis voilà, je suis en pleine réflexion et prise de conscience que je suis dans le rouge total, j'ai pas les ressources, je sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide, donc aidez-moi, au secours. Voilà. Et là je suis vraiment au fond du trou et je me dis finalement je me suis planté, je me suis cramé, c'est fini, j'ai planté ma famille, j'ai planté ma boîte, moi qu'on me mette à l'hôpital 6 mois ça va me faire du bien, je vais dormir un peu, mais et les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et puis on voit à 17h52, bah, je suis en train de chercher des solutions. J'ai fait une demi-heure de déprime totale, et puis à 17h52, sophrologue Lille, et puis il va s'en suivre d'autres recherches.
Et à 18h, mon train arrive, et là, je suis sur mon petit nuage, c'est-à-dire que je me sens hyper léger, débarrassé, la tête vidée, parce que je n'ai plus qu'un seul souci. Je n'ai plus des dizaines de soucis sur lesquels j'arrive pas à agir et à avoir aucun impact. J'ai un souci, c'est que je suis en burn-out et que il faut que j'agisse. Alors je suis en burn-out, c'est-à-dire que j'ai pas fait un burn-out au sens où on tombe en dépression, mais je suis en situation d'imploser, et donc si j'active les bons leviers, ça va le faire, et de toute façon c'est l'urgence, c'est le sujet dont il faut que je m'occupe. Donc finalement je ressens cette situation assez bizarre, je me sens léger. Il se trouve qu'à 18h30, je vais me retrouver en conversation avec un prospect, donc je me mets à l'hôtel en face de la gare, et puis je me retrouve en conversation avec lui, et tout se passe très bien, alors que j'anticipais de ne pas arriver à me mettre dans le sujet. Donc je suis vraiment, je change de monde, je change d'état d'esprit en l'espace d'une demi-heure, une heure, et c'est assez étonnant, et encore aujourd'hui en y pensant, je me dis, mais coup de chance énorme et formidable. Mais, si c'était pour repartir le lendemain sur les mêmes rails, ça servait à rien. Et donc finalement, là ici, ce que je retiens, c'est que voilà un des articles que j'ai lu dans le train, et donc les 12 signes qui doivent vous alerter, ben voilà, vous avez le sentiment de ne plus être aussi efficace au travail, oui, vous avez des troubles de l'attention, de concentration, de mémoire, oui, vous faites des erreurs, oui, vous compensez avec des horaires à rallonge, oui, en vain, oui, le repos n'est plus réparateur, etc., etc. Mais ce qui est vraiment hyper fort, je trouve, c'est votre entourage a beau vous alerter, vous êtes dans le déni par rapport à votre surmenage, vous vous repliez sur vous avec un sentiment de solitude grandissant. Et ça, c'est vraiment la clé. Tant qu'on ne regarde pas les choses en face, tant qu'on se dit je vais tenir bon, je vais tenir bon, je vais tenir bon, jusqu'ici tout va bien, et ben on est dans la même situation que cette américaine qui a tweeté l'an dernier ou il y a 2 ans, je crois, déjà 36 heures de boulot sans dormir et qui est morte 12 heures plus tard d'un arrêt cardiaque. Voilà, c'est-à-dire je tiens, je tiens, je tiens, je me reposerai plus tard, sauf qu'à un moment donné, c'est le corps qui nous dit stop, et ça c'est ce qu'on appelle le burn-out. Donc moi, la chance que j'ai, une chance énorme, c'est de sortir du déni grâce à cette série de déclics et de concours de circonstances, de trajets en train qui font que je ne peux pas être autant actif qu'au bureau, de quelqu'un qui me dit tu devrais en parler, etc. Et donc finalement, dans les 2 premiers leviers que j'active, le premier c'est en parler, et là, surprise, le burn-out est hyper courant, et quand je me mets à en parler, dans mon club APM, une semaine après, je me rends compte que plus de la moitié est de près ou de loin concerné par la situation, est passé par là, ou sent que la situation est en train de déraper. C'est un ami très proche qui me dit bah ouais, moi il y a 2 ans, je me suis levé, j'étais en pleurs, incapable de sortir de mon lit, j'ai pris un rendez-vous psy en urgence dans la journée. C'est mon père qui me raconte 3 ou 4 moments particulièrement rudes de sa vie, où il a vraiment touché le fond, alors que je m'en étais jamais douté, etc., etc. Et plus j'en parle, et plus je me rends compte que ça concerne des gens, et puis chaque fois que j'en parle, ça m'aide moi à comprendre quelque chose de plus au sujet de ma propre situation. Le soir de ma prise de conscience, ce lundi soir, j'en parle à ma femme qui me dit je pensais que tu t'en étais rendu compte. Je pensais que tu le savais. Ça, c'est frappant, quoi. C'est-à-dire qu'autour de vous, tout le monde le sait, et vous êtes le seul à ne pas regarder les choses en face, et à ne pas vouloir arrêter. Et donc, le premier levier que j'active pour gonfler des ballons à l'hydrogène et m'envoler beaucoup plus haut, c'est dormir. Et ça, c'est vraiment la première décision. C'est je dors plus de 7 heures par nuit, je commence ce soir-là, et alors que jusque-là, je pouvais me coucher à 3 heures, 4 heures, en me levant à 6 ou 7 heures, et bien sûr, je me sentais pas bien, mais j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. Bon bah là, je dors, et il me semble que ça, c'est la ressource clé, parce qu'on sait très bien que le manque de sommeil, non seulement c'est à cause du manque d'efficacité, mais en plus ça épuise, ça fatigue, ça fait faire des erreurs, et j'ai lu notamment après ça, que une nuit incomplète, une nuit où on dort moins de 6 heures, ça nous fait déjà perdre 40% de nos capacités, une seule nuit. Donc on voit bien l'impact d'un manque de sommeil chronique. Alors autre levier, pas d'écran après le dîner, parce que pareil, on sait que les écrans, ça nous coupe la production de mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de trouver le sommeil profond dans les premiers cycles de sommeil, qui sont les plus réparateurs. Et si on ne trouve pas de sommeil profond, on ne se répare pas, et on ne se remet pas, et le sommeil est mauvais, etc. Donc comme il faut 2 heures à peu près à la mélatonine pour monter, 2 heures si on veut dormir plus de 7 heures, c'est à peu près, ça commence à peu près au dîner, grosso modo. Donc plutôt que de m'autoriser une demi-heure d'écran après le dîner et puis de risquer de déborder, pas d'écran après le dîner, c'est une règle simple, du moment que je me mets à table, je sais qu'il n'y aura plus d'écran jusqu'au coucher. Et ça, c'est clair que ça permet une énorme qualité de sommeil. Plus, ça oblige à changer de sujet. Changer de sujet, quitter le boulot, se mettre dans d'autres sujets, des sujets perso, de la lecture, des jeux, n'importe quoi, qui puisse donner d'autres nourritures au cerveau.
Alors, je fais aussi de la veille sur le bonheur, et ça, je le recommande, lire des articles sur le bonheur, comment être heureux. Il y a plein de choses qui sont scientifiquement démontrées, et notamment, voilà, quelques façons bizarres d'être heureux. Boire de l'eau, ah ouais, c'est bizarre, mais quand on est speed, on perd l'habitude, on boit des cafés, on boit pas d'eau, et on prend pas le temps. On boit des jus de fruits parce qu'on pense que ça va donner de la force, et si on boit pas de l'eau pure, il nous manque quelque chose. Donc boire de l'eau, en boire tous les jours, en boire toute la journée, des petites gorgées de temps en temps, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Avoir de courtes conversations avec les inconnus, ça c'est tout bête, mais vous tombez sur un balayeur dans la rue, quelqu'un qui est à un guichet, des gens dans une queue de commerce ou n'importe où. Et vous prenez, vous entamez une petite conversation, un petit mot gentil sur la météo, sur le monde qu'il y a, sur n'importe quoi, et ben ça contribue au bonheur. C'est scientifiquement démontré. Des conversations superficielles, courtes, avec des inconnus. Des conversations profondes, longues, avec les proches. Pareil. Autre élément, écouter des chansons tristes. Donc ça c'est rigolo parce que quand on a envie d'être heureux, moi mon premier réflexe ça a été d'écouter des chansons qui mettent la pêche, mais les chansons tristes ça permet de vider le vase émotionnel et quand la chanson triste s'arrête, et ben on se sent mieux. Voilà. Donc je vous invite à écouter des chansons tristes, je vous laisse faire votre playlist, peut-être que je pourrais en partager une d'ailleurs, mais là je m'en suis gardé pour l'instant. Alors, dernier élément un peu bizarre et que je trouve vraiment super intéressant, en tout cas que moi j'adore, c'est cette idée de, euh, euh, de la fonction émotionnelle des objets beaux et utiles. Les objets juste beaux et juste utiles ont, comme on le voit ici, à peu près 10 fois moins d'impact émotionnel positif que les objets à la fois beaux et utiles. Ça, c'est une super excuse pour acheter de beaux ustensiles de cuisine, de belles pompes, des belles fringues, des belles sacoches d'ordinateur, une belle voiture, je sais pas, parce que là, ça va quand même un tout petit peu contre d'autres choses que je pense, mais en tout cas, se faire plaisir avec des objets qui soient pas juste utiles, mais aussi beaux, et ça a un impact énorme sur nos émotions et donc sur le bonheur, sur les émotions positives et donc sur le bonheur. Voilà, donc ça c'est quelques éléments, je vous laisse aller voir l'article pour d'autres exemples. Alors pardon, tac, tac, tac. On a aussi la lecture évidemment, parce que si on ne regarde pas d'écran après le dîner, ben, avec les habitudes qu'on a prises, on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai essayé de me mettre au tricot, mais je pense qu'il faut que j'aille au moins faire une séance dans une boutique fil d'art, parce qu'avec juste les vidéos j'ai un peu de mal. Je vais me faire une écharpe multicolore, il y a toujours les plottes de laine avec les aiguilles dans un sac plastique au pied de mon fauteuil. Mais lire, ça, c'est pas mal, que ce soit avec une liseuse électronique parce qu'elle n'envoie pas du tout cette lumière bleue de nos autres écrans, ou avec un livre papier. Et donc je vous recommande ces quelques livres notamment par lesquels je suis passé. Suite gauche notamment, J'arrête de m'épuiser, c'est vraiment une perle, une méthode en 21 jours, vous lisez 4-5 pages par jour en faisant un très court exercice, c'est plié en 5 à 10 minutes, maximum une demi-heure en fonction des chapitres, des exercices. Vous faites ça avant le coucher, ça libère de quelque chose. Par exemple, moi j'ai retenu un exemple, c'est arrêter de culpabiliser. Voilà. J'arrête de culpabiliser parce que je suis pas un bon mari, un bon père, un bon chef d'entreprise, un bon commercial, un bon gestionnaire, un bon productif, etc. J'arrête de culpabiliser et je commence à assumer et à me dire ben, je fais ma part. Et chaque jour, j'essaye de la faire un peu mieux, de manière un peu plus efficace, de mieux choisir à quoi je vais consacrer mon temps. Ça se fait petit à petit. Ben, ce livre, c'est vraiment un livre du rebond. C'est un livre qui permet de sortir du cercle vicieux, de la spirale infernale, dans laquelle on retombe forcément si on ne fait que prendre conscience et qu'on n'agit pas, qu'on n'écoute pas, qu'on ne se documente pas. Si on est tout seul, on retombe dans ses mauvaises habitudes, dans sa gamberge, dans le moral qui nous tire vers le bas. Et puis à droite, La magie du rangement, je le recommande également. C'est un livre qui peut changer votre vie bien au-delà de simplement avoir des étagères bien rangées. C'est une méthode, c'est un état d'esprit d'être rangé en permanence et non pas de faire des grands rangements de temps en temps et de vivre donc dans un désordre patent, avec plein de parasites dans la tête. Et puis, coach, le gros mot, le truc que je voulais pas trop entendre auparavant, pour moi un coach c'était un peu un charlatan, et finalement, ben, voilà, on n'est pas des super-héros, on a besoin d'aide, on a besoin de gens qui ont de la méthode, on a besoin d'un effet miroir, de discuter avec quelqu'un régulièrement. Et donc voir un coach toutes les 2 à 4 semaines, c'est quelque chose que j'ai démarré au mois de mai 2015 et que je poursuis encore aujourd'hui et qui a eu un effet, et je peux le dire et je peux en donner des exemples, qui a eu un effet décisif et concret sur moi, mais aussi sur mon entreprise et sur la réussite de mon entreprise depuis l'été dernier. Donc ça, c'est vraiment, c'est capital. C'est un investissement qui a des bénéfices sans commune mesure avec la dépense que ça représente en termes de temps et de finances. C'est une pause qui est bienvenue, de la même façon quand on se retrouve dans un club de dirigeants, c'est une pause. Voilà, c'est une pause personnelle, se soigner pour soigner tout notre entourage. Hein. Se changer pour changer le monde, c'est le titre d'un ouvrage que m'a offert un proche partenaire, une connaissance professionnelle
il y a quelques jours, et je crois que c'est vraiment là. Et ce livre cite Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Je crois que c'est vraiment ça tout le sujet. Commencer par soi-même pour pouvoir vraiment avoir un impact sur notre famille, sur nos équipes, sur la société. Et je pense qu'en tant que leader, nous avons ce rôle et cette responsabilité. Et quand on dit exemplarité, ben je crois que là on est en plein dans le sujet. Voilà, ça sert à rien d'être dans l'incantation, de demander aux autres de faire des choses, et puis nous de nous épuiser en disant bah oui mais moi je suis le patron, c'est normal que je m'épuise. Non, c'est pas normal. Et je pense qu'un coach, c'est vraiment, s'il est bien choisi, c'est vraiment une ressource absolument formidable et que je recommande à toute personne qui pense avoir besoin de progresser, quel que soit le domaine. Alors ça, c'est quelques exemples de ballons par lesquels on s'allège, et pour pas durer plus longtemps, puisque ça fait déjà une vingtaine de minutes que je m'exprime, je veux simplement conclure avec cette invitation à mieux se connaître. Voilà. Connais-toi toi-même, c'est vraiment, évidemment, c'est quelque chose qu'on a tous entendu, c'est quelque chose que moi aussi j'avais entendu, mais j'avais jamais réalisé ce que ça voulait vraiment dire. Connais-toi toi-même parce que c'est la clé. C'est la clé de tout. C'est la clé du bonheur, c'est la clé de la productivité, c'est la clé du bonheur des autres, c'est la clé de la fécondité. Et ça, c'est vraiment finalement ce qu'on devrait se demander chaque jour. Est-ce que ce soir je me connais un petit peu mieux qu'hier? Prendre soin de nous, c'est-à-dire répondre à nos besoins profonds et respecter nos rythmes biologiques, c'est comme ça que je le formule, c'est vraiment nos besoins profonds et les rythmes biologiques, et les deux sont vraiment des piliers fondamentaux. Prendre soin de nous, c'est plus efficace. Alors qu'en général, quand on se crame, c'est justement parce qu'on se fait passer en dernier. Je prendrai soin de moi quand ça ira mieux. Et ça va jamais mieux si on prend soin de soi. Je me ferai faire un massage, je prendrai des vacances, j'irai faire du sport, quand ça ira mieux. Et pour l'instant, je peux pas. Il y a trop de boulot, il y a trop de choses à faire, c'est pas possible. Eh bien, je crois que justement, plus on a de choses à faire, plus il faut faire une pause. Quand on se sent débordé, on ferme son écran, on va marcher dehors, 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et quand on revient, les choses sont beaucoup plus claires. Ben ça, c'est des choses que j'avais déjà entendues. Depuis que je les mets en œuvre, j'en connais la force, et je ne saurais trop recommander de prendre du temps, et tout ira mieux, et vous serez paradoxalement beaucoup plus productif. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez besoin de tous ces conseils, mais si jamais ça peut vous avoir appris une ou deux choses ou fait un peu réfléchir, eh bien j'aurais fait ma part. Voilà, j'aurais fait ma part et c'était là le but de ce temps que j'ai voulu vous partager. Donc merci beaucoup pour votre temps, dont j'ai déjà abusé. Je vous souhaite un excellent événement et à bientôt avec plaisir, je suis à votre écoute. Au revoir.